Bonjour à tous. Donc, le, le, le propos qu'on m'a suggéré et demandé de couvrir, c'était le retour d'expérience sur la conciliation médicamenteuse dans un hôpital universitaire, notamment en gériatrie. Donc, je remercie beaucoup les organisateurs pour l'invitation, même si je suis un petit peu impressionné de parler devant autant de pharmaciens de leur propre métier. Donc la, la perspective sera vraiment celle du médecin, pas celui qui l'a fait. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer et le propos, ce sera assez rapide, en une dizaine de minutes, sur la conciliation médicamenteuse au CHU de Lille. Qu'est-ce qui a permis de la développer, de l'instaurer? La démarche en gériatrie au CHU de Lille, les attentes des médecins telles que je les ressens, et quelques perspectives de développement et les outils. Alors, on est dans un CHU et à l'origine de la motivation et du développement de la conciliation médicamenteuse, on a un avantage, c'est qu'on a des professeurs, des PU, qui, à l'origine, ont la motivation et l'intérêt commun. C'est, je pense, essentiel. Pour la pharmacie, c'était professeur Audou et professeur Descodins. Pour la gériatrie, le professeur Puisieux. Et l'avantage, c'est comme c'est assez pyramidal, une fois qu'ils ont décidé que c'était une bonne idée, ça insuffle quand même une certaine énergie vers le bas, notamment pour trouver des gens qui vont faire caisse de résonance et pousser, avec ce mandat pour autoriser de l'instaurer, pousser les choses. Donc moi je me suis représenté, vous voyez, avec pas trop de cheveux, en caisse de résonance, pour respecter ma calvitie. Et c'est vraiment ça, je pense, quelque chose d'important, c'est que c'est décidé, il y a un intérêt commun, il y a une volonté. Le deuxième point important au CHU, c'est qu'on a des étudiants, des armées d'étudiants, une main-d'œuvre quand même pas chère, assez corvéable et qui est plutôt formée. Alors, le revers, c'est qu'il faut répéter tous les 3 mois toujours la même chose, encore et encore. Dans les étudiants, il y en a des super, il y en a des surprenants. Mais bon, au moins, ça permet de lancer des choses, de réfléchir aux structures, parce que comme il faut bien leur dire tu fais ça et pas ceci, tu fais ça comme on te l'a demandé, ça nous pousse à structurer les choses. Et derrière, il y a les internes, ça c'est super. Ils arrivent, ils ont des idées, ils sont motivés. Et tout ça, ça nous permet d'interagir, nous poser des questions, nous relancer vis-à-vis de ce qui a été écrit, de ce qu'il y a comme protocole. Et toute cette interaction nous pousse vers le haut. Ce n'est pas que descendant. Les étudiants remontent vers nous avec des idées, des constatations. Et tout ça, ça nous permet de développer, améliorer. C'est comme ça que la conciliation, entre le moment où ça s'est lancé et aujourd'hui, il y a eu plein d'améliorations et de développement. On est dans un CHU, donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que la structure est lourde, et vous voyez que je le fais apparaître tout à la fin, c'est qu'une fois qu'il y a plein de choses qui sont faites, on peut un peu les inscrire dans les procédures et dans l'institution, mais au début, il y a une certaine inertie. Alors, en gériatrie, on a commencé par la conciliation, et au début, c'était la conciliation dans les services amis de la pharmacie au CHU, et c'était pour tout le monde pareil. Et on s'est vite rendu compte que la procédure, par exemple, de l'entretien avec le patient, ça ne marchait pas bien. Il y a des étudiants comme ça qui ont essayé d'interroger tous les patients pendant un temps donné. Ils ont fait 130 patients, il y en avait 12 où c'était productif. Parce que soit les patients étaient avec des démences sévères, parlaient pas, étaient trop fatigués, c'est pas eux qui géraient leur traitement, et du coup on a adapté les procédures, notamment grâce à des échanges, comme le professeur Puisieux rencontrait les étudiants tous les 3 mois, ça mettait la pression sur les étudiants, ils arrivaient avec leur diaporama, et ça a permis de progresser. On s'est dit, il faut améliorer le procédure, on a voulu se lancer dans la révision de la médication. Alors, on allait l'étape d'au-dessus, donc il y avait la conciliation, après on faisait des réunions pluridisciplinaires. Les premières, c'était un peu, soyons francs, un peu une catastrophe, on passait plein de temps pour pas faire grand-chose. Et à force de tests, retest, j'en ai mis que 2, mais bon, il y en a eu plein. À la V9, V10, on était à peu près bon. On l'a fait évaluer par des ergonomes pour avoir un point de vue externe, c'est aussi l'avantage du CHU. On a eu le CICIT qui est venu nous regarder. Ils ont même passé un papier dessus.
pour nous dire comment on peut encore optimiser le rapport moyen limité et objectif ambitieux. On a du coup continué d'évoluer, on est arrivé jusqu'à ce qu'on puisse mettre des internes en pharmacie et en médecine sur des mémoires de thèse. On a bien évolué, on a montré que ça marchait plutôt bien, et tout à la fin, le constat, vous verrez, c'est que, en fait, la revue de la médication, pour notre point de vue, notre expérience, c'est que c'est très bien en SSR, en soins de longue durée, parce que les patients sont stables, donc bien revoir en profondeur les traitements, ça a du sens. Et en médecine aiguë, en fait, in fine, après en avoir fait, je sais plus de 270, on se dit, c'est pas le meilleur moment forcément, il y a trop de choses, trop compliquées, et vaut mieux se concentrer sur une bonne conciliation d'entrée et une bonne conciliation de sortie où on clarifie les changements. Et là où on veut plus développer, c'est comment on transmet l'information juste au bon moment à la bonne personne. C'est quelque chose de pas si évident que ça. On essaye d'investir sur les messageries sécurisées, notamment avec les pharmaciens d'officine. En tout cas, c'est les développements, et vous voyez que ça continue d'évoluer. Surtout, tout ce développement, ça a renforcé des collaborations qui existaient déjà. Et aujourd'hui, le pharmacien qui est associé à notre service a directement son bureau dans le service. Les internes sont très souvent là et du coup, ils font vraiment partie de l'équipe. Alors, derrière, il y a la question, face à tout ça, ça révèle quoi des attentes des médecins hospitaliers en général, des gériatres peut-être plus particulièrement, et ma réponse c'est que ça dépend énormément de la connaissance du problème par les médecins. Le monde des médecins vis-à-vis de la conciliation, pour moi, se divise en deux. Ceux qui ne savent pas, qui n'en ont jamais entendu parler, qui se disent écoutez, je ne vous ai pas attendu pour savoir traiter les patients, pour prescrire, vous n'avez pas à me raconter mon métier. Ça, c'est quand ils n'ont pas conscience du problème qu'il y a derrière la conciliation médicamenteuse, mais qu'une fois qu'on les a bloqués en disant « Attends, ce que tu crois être le bon traitement, c'est pas le bon, il y a des erreurs, ça peut provoquer des problèmes majeurs ». Dans ces cas, quand ils sont sensibilisés et qu'ils en bénéficient, ils voient très clairement, rapidement, un gain de temps. Ça, c'est clair, hein, c'est ce que disent les internes, ils ont pu aller chercher le traitement. Il y a une amélioration de la qualité et de la sécurité. Et chose que j'observe vis-à-vis des plus jeunes, les internes ou les jeunes assistants, ils sont très sensibles à l'aspect collaboratif, notamment collaborer avec les pharmaciens. Ça leur plaît énormément. Et je dirais presque que ça devient viral, au sens où, une fois que c'est mis en route, les internes ne peuvent plus s'en passer. Ils sont accros à la conciliation. Ils disent à leurs autres collègues, il faut faire la conciliation. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Le point important pour que ça puisse bien, comme ça, prendre, de manière presque virale, comme je le dis, c'est l'importance de l'impulsion qui vient aussi d'en haut, où que ce soit. Donc au CHU, ça vient des professeurs, après des gens qui sont plus cadres dans les services comme moi, qui, pas forcément longtemps, mais de manière très claire, nous disons c'est super important, c'est primordial, ils sont dans l'équipe, vous bossez avec eux. À chaque renouveau, ça lance les collaborations et après, ça se fait tout seul, nous, on n'a plus rien besoin de faire. Donc, voilà comment je vois les attentes. Elles évoluent à fur et à mesure qu'ils sont exposés à la conciliation. Alors, comment on envisage de continuer à développer? Je vous ai parlé de messagerie sécurisée, d'aspects. Dès qu'on parle de développement, les gens ont toujours à l'idée développement technologique et informatique. Comme quoi, c'est l'outil qui va améliorer les choses. Et je vous conseille, pour être complètement écœuré, de lire ce papier du JAMIA, par des Canadiens. C'est vraiment écœurant. C'est globalement comme si la Sécu autorisait à ce qu'on prenne toutes les dernières facturations qui ont été faites en ville. C'est mélangé par un ordinateur, il y a des algorithmes, il vous fait une suggestion de la prescription actuelle et il y a une interface géniale pour cliquer. Le pharmacien mixe une ou deux sources et clique pour valider quel est le bon traitement ou pas. Ça marche super bien, ça augmente les conciliations, mais c'est au Canada. Donc c'est pas pour nous.
Et l'autre point, c'est que j'ai eu la chance d'être sollicité pour être reviewer de cet article. Je leur ai dit, bon, c'est super ce que vous faites, mais vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Est-ce que vous pouvez mettre toutes les étapes, parce que j'en avais repéré. Et du coup, ils ont rajouté un tableau qui fait une grande page pour expliquer toutes les étapes. Et en fait, il y a 10 à 15 ans de boulot, d'accords politiques, de machin. Donc, pareil, ils ont galéré, c'est juste qu'ils ont de l'avance. Et je mets en lien, du coup, ça avec la question d'une revue systématique faite par l'équipe d'Anne Spinwin, que nous avons la chance d'avoir avec nous au Congrès, où ils ont fait une revue systématique justement sur ces outils électroniques. Et ils disent bien en conclusion que les outils, il faut bien les customiser, les adapter au contexte. Il faut faire attention comment on l'implémente, c'est un outil. Et c'est pour ça que je mets l'image, je ne sais pas si ça se voit bien, de Gottlieb, où il y a un accordéoniste qui utilise un piano à queue, ça ne marche pas très bien. Et je pense qu'il ne faut pas investir dans l'outil, il faut plutôt investir dans ce qu'on sait faire. Et pour moi, les perspectives de développement en gériatrie sont celles-là. Continuer sur la collaboration. Au plus elle est étroite, au plus elle est forte, au moins elle est sujette à s'étioler au premier coup de Trafalgar ou au premier personne qui part. Et cet aspect collaboratif est très attractif pour les plus jeunes. Nos flexibilités pour adapter les procédures à chaque contexte. On a développé quelque chose en médecine aiguë, ça s'est adapté en SSR, ça s'adapte en USLD. Ça, c'est une grande force. Flexibilité, aujourd'hui, c'est un terme un peu galvaudé, ça a tendance à vouloir dire licenciement facile. Non, la flexibilité, c'est nos compétences pour adapter les procédures. Les capacités de structuration, de protocole, de clarification des tâches, je trouve que vous, pharmaciens, vous êtes meilleurs que les médecins pour faire ça, plus carré, du coup, c'est un grand atout. Le cœur pour continuer, c'est l'envie. La force et la capacité de conviction pour convaincre justement nos tutelles, les financeurs, les collègues, que vraiment on a raison de se lancer dedans et qu'il faut développer et encore développer. Et enfin, ne pas oublier la formation des jeunes que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc un topo très ouvert, très aussi qui correspond à mon point de vue et à notre expérience. Et voilà, je laisse la parole à mes collègues. Je vous remercie.